Bonjour et bienvenue sur Ciné Débat, l'émission de ciné et de débat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Chacola qui va m'accompagner dans plusieurs émissions. Aujourd'hui, thème principal, le cinéma d'horreur. Bonjour Chacola. Alors, nos- pour l'instant, c'est un premier pilote. On sait pas ce que ça va donner. On aura plusieurs autres émissions qui vont se concrétiser après. Pour notre premier épisode, comme j'ai dit, nous allons faire le cinéma d'horreur. Et aujourd'hui, c'est avec mon compère, ce qui m'accompagnera dans toutes mes émissions. Nous serons soit toujours à deux, ou alors nous serons à plus de deux. Nous verrons ça dans les prochaines émissions. Pour commencer, oui, Je disais exactement. d'accord. Pour commencer, on va demander on va discuter à deux, et avec Chacola, on va lui demander qu'est-ce que le cinéma ou les films d'horreur, et en fait qu'est-ce que l'horreur si on veut, mais bon, avec la question, bien sûr, il y aura toujours un lien qui se fera avec le cinéma. Première question, Chacola, à toi. Alors, du coup, qu'est-ce que l'horreur? Ouais, Et ça, c'est bien ce que j'ai compris. Euh, alors, c'est difficile de dire ce qu'est l'horreur parce que faut déjà penser, on va dire, au but initial de l'horreur. Est-ce que c'est nous faire peur? Est-ce que c'est susciter un malaise? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est... Enfin, c'est très difficile de définir l'horreur en soi. Alors, après, si on compare au cinéma d'horreur, ce n'est qu'un moyen pour nous faire peur. Donc, c'est... hmm, je pense que la question est assez large et que c'est au milieu la peur, on va dire. d'accord, oui, Après, parce que c'est vrai que l'horreur, on peut le voir dans tout. On n'est pas obligé de le voir que dans un film d'horreur, comme l'entend film d'horreur qui puisse avec voilà, des monstres ou autre chose. On peut le voir bien sûr dans des drames ou autre, hein. voilà, c'est ça exactement. Parce que l'horreur aussi, ça peut être une conséquence en soi, donc l'horreur, avoir peur, ou ça peut être un moyen pour nous, comment dire, à l'auteur, pour transmettre un message ou pour nous transmettre, voilà, une vision du monde. L'horreur, ça peut être très parfois l'horreur est le but et parfois il n'est que le moyen pour nous montrer une vision de la société. Enfin, je sais que c'est assez banal comme interprétation, mais par exemple, si on prend des films comme par exemple des slashers dans les années 80, je ne pense pas que le but était de critiquer la société, alors que par exemple, des réalisateurs comme Michael Haneke, quand ils font, je sais plus comment il s'appelle ce film d'horreur là. Funny Games. Ah, non, pas Funny Games. Bunny, ah merde, le film où ils utilisent une caméra, c'est ça, non? Faut que je le retrouve absolument. Et Mhm. ici, je pense que l'horreur était surtout un moyen. Enfin, ce n'était qu'un prétexte finalement pour le film de Haneke pour nous transmettre Bah, il y a aussi cette humanité un peu, comment dire, pessimiste, ouais. dans un climat anxiogène, et on va dire finalement ce microcosme qui revient serré sur les personnages, et du coup une espèce de folie qui s'installe, et c'est assez angoissant, je trouve. Hein. De toute façon, Haneke, ça a toujours été assez angoissant. Très angoissant, même au niveau c'est grâce à sa mise en scène, ça rend totalement ses films très angoissants, ouais. C'est toujours très froid, très calculateur. Hein. Mhm. Mais il y a aussi cette question dans le cinéma d'horreur de catharsis, hein. Tu parlais des slashers, mais en fait, c'est aussi que les jeunes voulaient il y a un effet de défouloir de pouvoir faire des choses qu'on peut pas faire dans la vie civile, quoi. Ouais, effectivement, ouais, la catharsis, oui, oui, effectivement. Ouais. Après, ce que j'ai toujours aimé dans le cinéma, par exemple, de Haneke, c'était que le, l'horreur paraissait parfois gratuite, notamment au tout début du film Benny Video, je crois que c'était un de ses premiers longs Ah, métrages. c'est ça que je parlais, Benny's vidéo avec la caméra. Je me rappelais On plus. voit notamment un cochon qui se fait un peu, on va dire, trucider, Mhm. et qui a ensuite, comment dire, on repasse ce passage, je crois, deux fois dans le film,
Et ici, l'horreur, elle est immédiate, et non seulement elle est immédiate, mais elle permet au spectateur de se plonger directement dans le film. Et là, c'est... Enfin, je pense que l'intention était surtout de nous montrer un cadre assez réaliste, et peut-être... comment dire, quelque chose de froid, mais aussi très distant finalement, parce qu'en fait les personnages, quand on regarde bien la mise en scène d'Anneke, ils ont pas l'air vraiment, enfin, ils bougent pas tellement, ils se déplacent pas tellement. Terne, on a l'impression qu'en fait euh, le début du film et la fin du film se rejoignent parce qu'il n'y a pas de conséquences aux actions finalement, c'est-à-dire que en fait les personnages n'ont rien appris finalement à la fin Mm. du film. C'est-à-dire que la fin est finalement anti-spectaculaire, notamment dans la fin de Benny's Vidéo où t'as justement, alors, je sais que je vais spoiler, hein, bon, spoiler, voilà. Spoiler moment. Donc voilà, le gamin il était, voilà, il a tué une. Et finalement, le gamin, ce qu'il fait, c'est qu'il rejette du coup le meurtre sur ses parents, et puis ses parents, euh, ils vont en prison, puis lui s'en va. Mm. Et de la manière dont c'est amené, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas finalement un twist, c'est une suite logique d'événements parce que on sent bien que dès là, on essaie de la faire tenir jusqu'au bout et jusqu'au moment final où finalement, tout le choc finalement est retenu dans la dernière scène où tu vois les caméras, où bon, la fin. Ouais. Maintenant, on va parler au niveau, on va revenir sur du film. Quel est ton ou tes premiers films, tes premiers souvenirs de films que tu considérais ou que tu considères comme films d'horreur? Ça c'est une bonne question parce qu'en plus moi je me suis intéressé à la cinéphilie il y a quelques années donc je dois avouer que j'ai des lacunes dans certains domaines et je ne me considère pas comme cinéphile dans le sens d'être érudit sur le cinéma. Donc c'est très difficile pour moi de dire ma première expérience de cinéma, sachant que j'ai été un peu biberonné, on va dire, un peu à ce que j'appelle la merde hollywoodienne. Mais Hmm. alors, première expérience de film d'horreur, ça serait bon ça. Honnêtement, je vois pas trop. Attends, j'essaie de réfléchir. Oui, bon, on va dire que mes premiers films d'horreur, je ne me demande pas si c'était des slashers, je ne me demande pas si c'était des films comme Halloween. Ouais. Voilà, tout ce qui est on va dire le film le plus basique. Hein. Qu'est-ce que ça t'a, qu'est-ce que ça t'a apporté? Quelle réaction t'as eu face à bien, cette première vision face à ces films, ce genre de film? Hum, euh, honnêtement, je vais être très franc, c'est que j'ai trouvé que c'était des films de pur divertissement, c'est-à-dire que parfois ça me faisait un peu peur, mais ça s'arrêtait là, quoi. C'était quelque chose que je voyais au loin, et puis au début c'est quelque chose que je craignais, parce que des films qui sont, comment dire, en général, on a une telle, comment dire, on a une telle production de films d'horreur, voire une surproduction de films d'horreur, que finalement rien nous choque, rien nous parle, et finalement, on prête presque plus à rire qu'autre chose, quoi. Est-ce que tu sentais déjà comment dire, ce que voulait montrer Carpenter avec cette idée de mal et de bien qu'on connaît, ce mal. Alors, vu que moi j'étais pas très éduqué sur le cinéma et j'étais un peu con, bah, cette idée de revenant, de spectre, voilà, du mal qui n'a aucune forme, comment dire, qui peut se glisser dans chacun de nous, c'est quelque chose que j'avais pas forcément vu au premier visionnage parce que c'était, moi je voyais surtout quelqu'un, je voyais un type dans un costume, quoi, c'est tout. C'est que je voyais même pas la symbolique derrière avec ce masque sans expression. C'est quelque chose comme j'ai dit, hein, c'est le cinéma, notamment
notamment d'horreur, c'est quand même un cinéma qui, on va dire, au début, au premier abord, peut paraître très simpliste, très basique, puisque de toute façon, on est, comment dire, entouré de cinéma d'horreur, je vais dire de série B, mais ce serait un peu insulter série B, mais ce que je veux dire, c'est le cinéma d'horreur, c'est peut-être le cinéma le plus codifié qui existe, Mhm. et à tel point qu'en fait, finalement, ces codes ont perdu de leur substance et bah, on n'en voit que la forme et pas le fond. Donc, moi, quand j'ai vu Halloween, bah, j'ai considéré que c'était un film d'horreur et non pas un film d'horreur de Carpenter. Ouais. Pour moi, c'était quelque chose d'anecdotique parce que justement, j'avais pas encore les références photographiques que ça apportait. Mais bon. Du coup, par la suite, t'as vu qu'en gros, à Halloween et les autres films de Carpenter, il y avait quand même des liens, des choses qui faisaient que c'était pas un Oui, film seul, mais comment dire, que tu le voyais pas que comme un seul produit d'horreur, quoi. T'as vu tout ce qui se passait, quoi, autour de ses œuvres. oui, mais en plus, on peut dire même que John Carpenter est un auteur de série B, hein, puisque de toute façon, on va dire, il a sa manière de filmer, il a ses thèmes qu'on retrouve dans chaque film quasiment. Genre par exemple, tu peux prendre The Thing, tu peux prendre Invasion Los Angeles, tu peux même prendre des films un peu, pour ne pas citer Vampire, mais Un chef-d'œuvre. un chef-d'œuvre évidemment, oui. Et c'est pareil, ce sont des films qui ont tous, on va dire, un thème, toujours quelque chose d'intéressant, et on peut même constater presque une évolution dans son style, puisque ses premiers films étaient assez sérieux, et petit à petit, comment dire, il s'est glissé dans un espèce de cynisme, en fait, on peut dire, il a presque accepté ce côté divertissement de ses œuvres, tout en insufflant une critique acerbe, on va dire, de la société. Genre, quand tu prends ses derniers films, il y a beaucoup plus d'humour dans ses derniers films que dans ses premiers. Alors, je compte pas, bien sûr, Dark Star, hein, alors que tu regardes Ghost of Mars, c'est, c'est même presque assez fascinant, parce que Ghost of Mars, bon, j'ai trouvé ça nul, hein, mais Ah oui, franchement. Ghost of Mars, c'est un film, pareil, qui a des touches d'humour qui sont, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est, finalement, ça donne un décalage qui, moi, je trouve, n'est pas inintéressant. Bon, après, comme on dit, faut l'exécution avant tout, hein, parce que l'idée, moi je dis, hein, pour moi, une idée, n'importe quelle idée peut être très bien, mais il faut qu'elle soit bien exploitée, quoi. Ouais, une bonne. Mais c'est vrai que moi, je trouve que vraiment la fin de Carpenter. Bah, c'est vrai que même aujourd'hui, il sort plus rien. Il produit beaucoup parce qu'il a produit du coup les nouvelles suites d'Halloween. Mais c'est vrai qu'on l'attend. On attend presque même un film posthume, un film qui devrait résumer un peu sa carrière parce que ça nous manque quoi, un peu de Carpenter. Mais comment il s'appelle son dernier film? C'est pas The Ward ou un truc comme Si ça? c'est ça, l'hôpital de l'horreur à The Ward. Alors, ouais. Moi, j'avais vu la bande-annonce. Déjà, quand je vois les caméras numériques filmées à 60 fps avec des images toutes, comment dire, je sais pas, l'image fait flou. Oh, oui, il y a quelque chose de très numérique, vraiment des années, vraiment ces années 2000. Et en fait, je pense que Carpenter, c'est dur à dire, mais je pense que il est arrivé là et en fait, c'est pas qu'il faisait pas son temps, mais le fait que, je sais pas, les années 80 lui collaient bien parce que il a l'utilisation de la pellicule, beaucoup de choses. Et je pense qu'il est arrivé là avec du numérique et je sais pas, même au niveau de ses thèmes, je pense que ça marcherait même aujourd'hui, mais il devrait peut-être se renouveler et faire un film qui puisse vraiment recoller avec toute sa carrière. Après, Je pense que 80 aussi, c'est associé un peu à cette culture du vidéoclub. ouais. Donc, on va dire que Carpenter était un peu comment dire, un peu genre, un espèce d'image de contre-culture où justement il était les gens au premier abord peut-être ont vu que c'était simplement un jeu de référence sur ces vieux films du coup des vieilles séries B sur des films on va dire qui étaient faits
surtout pour la consommation VHS. Donc après, voilà, comment dire, la postérité d'un auteur, tout dépend des gens qui vont en parler, surtout comment ils vont en parler. Voilà, c'est comme tout, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des très bons réalisateurs encore vivants ou même qui sont morts, dont on a complètement oublié. Allô? Oh, oui, oui, toujours là, ouais, je t'écoutais, je buvais tes paroles. Bah, on va un peu, on va encore continuer. Et là, euh, qu'est-ce que... du coup, ouais, tu nous as parlé de tes premiers souvenirs, on a parlé du coup sur du Halloween, de Carpenter. Qu'est-ce qui va te fasciner et qu'est-ce qui va te faire que tu vas t'approcher de ce genre de cinéma? Qu'est-ce qui t'intéresse dans le cinéma d'horreur par rapport à d'autres genres? Alors, le cinéma d'horreur. Alors, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Parce que je dis bien pourrait, parce que c'est pas mon sujet de prédilection. Hmm. Cinéma d'horreur, hmm, c'est à la fois deux choses. Déjà, c'est un jeu constant sur les codes. Parce que comme j'ai dit, je pense que ça va de soi, c'est le genre le plus codifié qui existe dans l'histoire du cinéma. Je pense à mon avis, ce n'est pas une surprise, hein, voilà. Mais je pense que c'est à la fois intéressant de voir comment les réalisateurs s'approprient ces codes et comment ils peuvent les retourner, ou alors comment ils peuvent les utiliser à leur avantage. Notamment, voilà, il y a des sous-genres de films, par exemple des films d'exploitation, il y a des choses qui sont assez spécifiques, différents. Par exemple, on pourrait dire que Ebola Syndrome est un film d'horreur, mais il n'appartient pas au même genre d'exploitation, et en même temps, il y a des films, par exemple, d'espèces de nanars, genre, comment il s'appelle, c'était, merde. Ah, le lac des morts vivants, c'est une Ah espèce de oui. nanar, avec des espèces de zombies, Hmm. eh ben, ce sont des films qui sont très codifiés dans leur, dans leur, dans leur genre, même dans leur sous-genre, on peut dire. Et pourtant, ce sont deux films qui voilà, appliquent des résultats complètement différents. Notamment, ce sont des zombies avant tout qui sont lents, ce sont des espèces de cadavres un peu ambulants, qui ont une espèce de conscience. Donc finalement, les zombies sont pas spécialement les antagonistes, puisque notamment dans les films comme c'était quoi, Le Territoire des Morts Vivants, Ouais, où c'est les Land of the Dead, ouais, c'est ça. office entre guillemets d'antagonistes, alors que les zombies, on va dire, représentent une espèce de révolution qui vont se soulever et qui vont renverser la société capitaliste. Bon, alors c'est sûr que la subtilité n'est pas au rendez-vous, hein, mais c'est assez intéressant de voir comment le zombie est assez représenté. Mais Et puis, c'est aussi que quand on parlait par exemple du zombie de Romero ou d'autres, moi je trouve que à l'époque, ben, tu dis, voilà, c'est vrai que c'était pas. La message, la manière de le montrer était peut-être pas. Il y aurait peut-être eu d'autres manières, mais c'est vrai que à l'époque c'était incroyable. Et moi je trouve que même jusqu'à aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je trouve, on n'arrive plus à réinventer comme on a fait des années 60 ou 80 avec le premier La Nuit des Morts Vivants ou Zombie de Romero. On n'arrive plus à réinventer le zombie et je trouve qu'on reste dans une paresse. Alors qu'avant, au moins, peut-être que le message était peut-être pas. Voilà. Mais on a réussi vraiment à donner un message, donner une vraie âme aux zombies, quoi. alors moi, je me permets juste d'être un tout petit peu, comment dire, je me En permets deux... de dire un tout petit peu, c'est que pour moi, le zombie, c'est-à-dire qu'en fait, on a voulu surtout coller à Romero parce qu'en fait, c'était une image, une autorité qui était, on va dire, assez omniprésente Hmm. dans l'esprit collectif. Donc, c'est-à-dire que, comme je dis, c'est-à-dire que les artistes en courant littéraire, ils survivent à la façon dont on en parle, et voilà ce qu'on peut en faire. Voilà. En quoi c'est pertinent encore aujourd'hui. Et je pense que si Romero ça marche encore, c'est parce que c'est encore assez actuel.
Et moi, je me permets juste de revenir sur deux autres types de zombies. Vas-y, C'est qu'il y a vas-y. aussi un peu plus tard de Danny Boyle. Ah oui. Ouais, ouais. Alors lui, c'est assez intéressant, c'est que c'est pas tant les zombies qui m'intéressent, c'est plutôt la mise en scène, où il a utilisé aussi une caméra DV un plage assez, on va dire, chaotique. Et on a l'impression qu'on se retrouve dans l'espèce de rêve, un peu à l'image du protagoniste qui se réveille dans son lit au début du film. Et c'est un peu une espèce de cauchemar ambiant, je trouve, pendant à peu près 1h30. Je crois que c'était le film durant 1h30. Et je trouve que, du coup, les zombies font office plutôt de figures cauchemardesques, alors que ceux de Romero étaient certes une menace, mais n'étaient pas vus totalement comme des antagonistes. Bah, peut-être pas forcément parce que tu auras Adventure plus tard, mais c'est pour moi le premier film où vraiment Romero, moi je trouvais que voilà, il donnait une importance aux zombies, pas que ne le faisait pas Danny Boyle, mais sur Danny Boyle, je trouvais que c'est la première fois où on a fait quelque chose d'intéressant, c'est qu'on s'est beaucoup intéressé, en fait, comme si le contexte était le fait qu'il y ait des zombies. Et donc, en gros, on allait s'intéresser beaucoup aux relations entre les hommes et comment, en gros, ils se démènent face à cela, comment ils réagissent. Ouais. Et moi, je voudrais juste aborder un dernier type, hein, qui- que j'ai vu pour l'instant que chez un seul auteur. Bon, enfin, ce que je veux dire par là, c'est, je pense que si je te dis réalisateur français et si je te dis la fiancée de Dracula, tu me réponds. Oula, réalisateur français, la fiancée de Dracula, je pense au film de Hammer, du Jean Rollin, là, non? Voilà, exactement, Jean Rollin. Eh Eh ben, ben, il a un film qui s'appelle Les raisins de la colère. Non, non, pas Les raisins de la colère, non! Oui, les les raisins de la mort, raisins de la mort, exactement, c'est ça. merci. Parce que petit aparté, depuis que tu m'as fait découvrir Jean Rollin, et ben j'ai franchement découvert de petites pépites comme Le Frisson des Vampires ou d'autres films que je connaissais pas du tout. Waouh. Alors, est-ce que ça t'a, comment dire, excité? Ah, c'est vrai que c'est très. Après, je trouve ça que c'est un cinéma très, comment dire, caricatural, mais c'est génial parce que c'est tellement de son époque. Moi qui adore les films des années C'est ça, 70, j'adore. c'est ça qui est assez fascinant, c'est que mais en fait, non, ce type-là est un auteur. Alors, c'est peut-être pas un bon auteur, mais c'est un auteur quand même. Tu regardes Les raisins de la mort, les zombies sont, genre, ils souffrent, genre, c'est des êtres souffrants et des êtres vraiment conscients. Enfin, il y a quelque chose de vraiment fascinant dans le cinéma de Jean Rollin qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Parce que Jean Rollin, il y a quand même une sincérité dans son cinéma enfin, qui, je trouve, assez touchant. Bon, alors, pas tous, hein, évidemment, hein, il y a des grosses merdes hein, chez Rollin, hein, on va pas se mentir pour pas dire Hmm. toute sa carrière. Et après, allez, je dirais pour moi, chez Rollin, il y a quoi il y a 90%, 90% des films, c'est vraiment, vraiment médiocre. Et il y a 10% qui surlogent. Hmm. Et pour moi, Rollin, quelque part, donne la parole à ces créatures-là. Et oui, il y a une espèce de dialogue qui se met en place. Alors, c'est pas foncièrement bon en soi enfin, le concept, hein, comme on dit, c'est l'exécution qui compte. Et c'est là où écrit très mal, c'est toujours très très enfantin, c'est toujours très basique. On voit bien que c'est pour parler un peu de la libération sexuelle et un peu de tous les tabous qui entouraient un peu la société Hmm. française dans les années 60. Mais bon, c'était quand même assez quelconque. Surtout que la mise en scène de Jean Rollin était assez banale. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas grand-chose dans le cinéma de Rollin. Tout ce que moi je peux retenir de Rollin, c'est des plans très longs, très souvent qui se veulent assez contemplatifs. Et puis c'est à peu près tout. Et encore contemplatif, il n'y a pas de véritable identité, il n'y a pas de véritable identité visuelle. Hmm. Enfin, je veux dire, souvent c'était sur la débrouille, il n'y avait pas beaucoup de budget.
Donc ça donnait un côté très fauché à l'image. Mais mine de rien, moi, quand je vois un film de Jean Rollin, je le reconnais parce que malgré tout, bah, il y a toujours ces acteurs fétiches, il y a toujours, on va dire, ses thèmes, ses obsessions avec son sexe et le lesbianisme des vampires. Enfin, je peux pas en parler sérieusement, quoi, mais Oui, non, mais c'est, c'est. Après, je trouve, c'est aussi. Il s'inscrit. Comment dire, il s'inscrit dans une époque, parce que c'est vrai que les années 70, quelque chose de, comme on dit, très libéré. Donc, en plus, avec la figure du vampire, Jean Rollin, et dire l'érotisme, c'est une époque aussi où ça se faisait. Donc, je pense qu'il a quand même. Il a pas créé quelque chose de nouveau. Après, il l'a fait à sa manière, bien sûr. Voilà. C'est vrai que pour l'instant, j'en ai pas vu beaucoup, donc je pourrais pas dire. j'en ai vu un petit peu, mais Hmm. c'est vrai. J'en ai vu même moi, j'en ai vu avec une bonne poignée. Mais je veux dire par là, c'est que souvent les gens, je pense que, je pense que Jean Rollin, on va dire, a un problème d'image en ce moment parce que on considère à tort que ce sont des nanars faits pour le fric, alors que Rollin quand même est un cas assez particulier parce que on sent vraiment qu'il veut faire bien, mais bon, je vous recommande un de ses derniers films qui est La fiancée de Dracula, voilà, un bon gros nanar, voilà, bon c'est un nanar, mais là où c'est intéressant, c'est que je ne dis rien à propos du film. Tout ce que je peux vous dire, c'est que à la fin, eh ben, tout le monde meurt quasiment. Voilà, Oh, tout ce le monde spoil. meurt. Une espèce de défaite en fait finalement à la fin du film. Et mine de rien, de la façon dont ça a été amené, c'était pas trop mal trouvé parce que justement, il y avait une espèce de pessimisme qui s'installait où finalement, bah, la faiblesse des hommes l'avait emporté sur leur raison. Et notamment, il y a un gars, voilà, en fait, donc qui est l'acolyte de Van Helsing, qui s'appelle Eric. Voilà, Eric qui ne fait rien du film quasiment, mais Eric, voilà, Eric qui est amoureux d'un vampire, et puis cette vampire, bah, du coup, bah, il est attiré par elle, et elle lui dit de s'en aller, et finalement, bah, il n'écoute pas. Et à la fin, bah, la vampire l'enferme. Voilà, et il meurt comme un con. On sent, ouais, on sent rendu. Et Le, du le- coup, Van Helsing ouais. meurt aussi, et du coup, bah, à la fin, oui, tout le monde meurt. Et je trouve que c'était, voilà, ça montre bien que Jean Rollin a une façon de voir le monde qui est propre à lui. Notamment, il y a d'autres films de Jean Rollin où finalement, ben, il n'y a pas de véritable happy ending, comme on peut dire hein, dans un bon anglicisme, mais il n'y a pas de bonne fin, quoi. C'est toujours on va dire, très pessimiste. Et c'est pour ça que quand je reviens au cinéma d'horreur, là pareil, je pense que beaucoup de gens voient à tort que l'horreur euh, de ces films soit le but, mais je pense surtout que c'était l'horreur servait de conducteur pour transmettre un message, ou du moins pour montrer Hmm. une espèce de vibration sexuelle de ces personnages. Et voilà, donc bon après comme on dit, hein, n'est pas bon réalisateur qui veut. Hein. Eh oui, en parlant de fiancé de Dracula ou d'autres créatures en tout genre, ça m'a fait penser donc aux figures mythiques du cinéma d'horreur, hein, quand on parle de Freddy, Jason. Et pour faire plaisir à Chacola, hein, qui est un grand fan, je vais parler d'une très grande figure du cinéma d'horreur sortie en 1975, si tu vois de quoi je Ah, parle. super, Je parle bien, ouais. ouais, bien sûr, on parle de Jaws qui est sorti Les Dents de la Mer en 1975 et bien sûr à l'époque a Ah, créé un vrai choc. moi je pensais que tu parlais de Salaud. Ah, pas encore, pas encore, on y viendra après. Non, parce que, en fait, comme je parlais de figure, c'est vrai que La figure du requin, c'est vraiment le film qui a lancé tout un pan de crocodile, serpent, ce qu'on a pu avoir. Vraiment, c'est incroyable ce film, comme il a pu engranger beaucoup d'héritiers, on va dire. Bah, c'est-à-dire que le,
donc Les Dents de la Mer, moi, qui est à titre personnel mon film préféré. Bon, je sais que c'est un goût, on va dire, de bon gros, on va dire de cinéphage, on peut dire, hein, voilà, quelqu'un qui n'est pas très érudit sur le cinéma. Mais ce que j'aime dans Jaws, finalement, c'est la simplicité du scénario, et en fait, tout est concentré sur la réalisation, sur la mise en scène, parce qu'en fait, Mm. Jaws est extrêmement simple, mais c'est la manière avec laquelle elle est faite, et la manière avec laquelle elle a été traitée, et c'est une espèce de grand spectacle avec la musique de John Williams qui est absolument magnifique, et une de mes musiques préférées de film. Et c'est-à-dire ça a révolutionné le cinéma de plein de manières, et ça a lancé toute une mode à la suite de Tom Hooper, Mm. qui, encore une fois, le crocodile fait ici plutôt office de prétexte chez Hooper, mais ça après, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est que sur les films de crocodile, je ne crois pas qu'il y ait un film de crocodile qui a été influent sur le reste, hein. C'est comme les films d'Anaconda, hein, pareil. Non, non, là, Non. je parlais surtout vraiment de Jaws qui a lancé, voilà, ce genre de film où vraiment on a pris des créatures, en fait, on a dit, on prend tous les animaux et on en fait. Alors, surtout qu'au Crocodile, il n'y a pas eu des super, il y a eu un super film qui s'appelle Lake Placid, hein, que tout le monde se souviendra. Créer des sous-genres de films Hmm. et qui a popularisé du coup le genre de film de requin. Et enfin, je veux dire, sans chose, on n'aurait pas eu tout un pan de la série B, hein, et puis voilà. Alors après, il y a eu des suites aux Dents de la Mer, il y a eu le 2 qui a été réalisé par un Français, hein, mais bon, pour le coup, moi voilà, là, on filme, hein, un 14 juillet, mais bon, je suis pas très fier de ce réalisateur, donc je veux bien qu'il reste aux États-Unis, voilà. On oublie le 2. Après, le 2 n'est pas mauvais, mais juste qu'il retire un peu tout le charme du premier. Il y a eu le troisième aussi qui a tenté avec la 3D, justement. Alors, c'est rigolo d'avoir d'avoir tenté la 3D avec le genre de l'horreur, parce que j'ai pas vu ce genre d'expérimentation autre part que dans l'horreur dans les années 80. Après, il y a eu dans les années 2010, notamment avec Godard, Adieu au langage, et son court-métrage sur la 3D, qui était assez, je trouve, assez intéressant. Bon, après, il y avait Godard, on est d'accord, mais voilà, c'est un exemple. Oui. Euh, et le 4, qui était pareil, une espèce je peux même pas décrire, je trouve ça effroyable. Et je pense que Les Dents de la Mer représentent bien le cinéma de divertissement à cette époque, c'est-à-dire que le premier a très bien marché, donc qui était un effet de bouche à oreille et qui a défini le nouvel Hollywood. Ensuite, il y a eu une suite. C'est la suite qui a encore mieux marché que le premier. D'ailleurs, Jaws 2 a été pendant 2 ans, donc a été battu après par l'Empire contre-attaque, qui était la suite de film, qui a rapporté le plus d'argent au monde. Ah ouais, tu vois, ça, je savais pas ça. Ouais. Et du coup, il y a eu le 3. Le 3, ça a été, je pense peut-être pas un moment de crise, mais un moment on va dire, de renouvellement. Il y a une période où le cinéma, comment dire, il était déjà bien ancré dans une commercialisation à outrance, et là où le cinéma est devenu presque un produit plutôt qu'une œuvre à part entière. Le cinéma d'horreur n'en fait pas exception, et je pense que ça a été le premier touché, puisque pour faire un film d'horreur, c'est finalement assez simple, hein. On peut remonter ça au premier Roger Corman, jusqu'au dernier film horreur comédie voilà, de 2020. Donc je pense que voilà, moi ce qui me plaît dans Les Dents de la Mer, ça a été surtout comment dire, l'inventivité des scènes, de la mise en scène. Hmm. Ils n'utilisent pas de musique, ça aussi ça a été intéressant, notamment à la toute fin, avant finalement le final où le requin se fait exploser.
eh bien, il y a une attaque de requin où il n'y a pas de musique. Et là, ça décuple encore une fois l'intensité de l'action. Et oui, c'est excellent. Notamment aussi l'attaque euh, où le pêcheur, là, il meurt. Enfin, j'ai oublié son nom. Quelle honte. J'ai oublié son nom. Là, je suis pas dans la Ah, je tête. pourrais pas t'aider, hein. C'est comment il s'appelle? Tu sais, la fameuse scène où justement t'as le requin qui tue. C'est Quaid, je crois, non? Un peu- Ah, faut que je regarde là, absolument. Et justement, là, le requin, on peut dire qu'il mais il est en train de le tuer, et là, il n'y a pas de musique, et du coup, on sent vraiment toute l'horreur, on est dedans, quoi. On est véritablement dedans. Ouais, ouais, c'est vrai. Et donc, tu m'as précédé là sur la Ah, prochaine. pardon. Tu m'as précédé sur la prochaine partie qu'on va aborder parce que on t'est parlé sur un peu ces films sulfureux ou films extrêmes, un peu de ces films pas forcément d'horreur, mais ces films que l'on pourrait classer dans horreur. Et donc le premier que tu viens de dénoncer avant qu'on parle de Jaws, c'est Salo ou les 120 journées de Sodome de Pasolini, film qui bien sûr à sa sortie a créé des vagues et des vagues de Et, scandales, et encore aujourd'hui, hein. et encore aujourd'hui, euh, a été dit comme l'un des pires films au monde. Mais bon, ça c'est toujours l'aspect commercial qui rentre en jeu, c'est comme L'Exorciste, hein, c'est le film qui a fait le plus peur. On l'entend, hein, pire film. C'est-à-dire, est-ce que c'est pire film parce que c'est horrible à voir, ou Ah, c'est dans sa plutôt... qualité, tu veux dire? Oui, non, pire film dans le sens, vraiment ce pire film à se cacher les yeux, insupportable. Toi, premier visionnage de ce film, qu'est-ce que t'en as pensé? Et après, les jours suivants, qu'est-ce que ça t'a... Quelle réflexion t'as eu sur ce film? Miam. Ah, c'est vrai que c'est une belle réflexion, surtout pour la partie du dîner du film. Vraiment la meilleure partie, je crois, qu'on ait pu avoir de film. Non, c'est-à-dire que, on va dire que sur une échelle de 1 à 10, je crois que je devais être à 7 ou à 8 parce que c'était assez gênant. Sachant que ce qui est assez génial avec Salo et son agent Sodome, c'est que c'est pas tant le contenu qui nous est présenté, c'est plutôt le parti pris de Pasolini de ne pas s'identifier à aucun des personnages. C'est-à-dire que finalement, il y a pas vraiment de personnages dans ce film. C'est-à-dire que c'est surtout des groupes. Des groupes, Il ouais. n'y a pas d'individualité. Genre, il y a les bourgeois et puis il y a les victimes. Puis après, il y a les espèces de servantes. Donc, les hommes de maison, quoi. Et c'est assez fascinant parce que au début, on voit bien que tout est séparé, notamment avec cette première scène où on voit les victimes qui sont ramenées devant le espèce de palais, là, je sais pas, l'espèce de maison de luxe. Et là, tu vois les bourgeois en haut et puis tu as les victimes en bas. Là, on montre vraiment une séparation dans l'image parce que du coup, ils sont jamais dans le même plan. Euh, Pasolini a fait un truc de génie pour moi, c'est qu'il a mélangé ensuite ces, pardon, ces, ces, ces personnages, et finalement après tu sais plus qui est bourreau, qui est victime, puisqu'en fait on force les victimes à être bourreaux et les bourreaux à être victimes. Et tu sens qu'en fait ce qui est génial dans ce film, c'est la bourgeoisie à son paroxysme, c'est-à-dire qu'en fait ce sont les élites de la société, et pour se sentir vivant, pour pouvoir dépasser encore une fois leur existence de... Et là où pour moi c'est un véritable tour de force, c'est que c'est à la fois une victime, enfin ils se prennent pour des victimes, mais en fait ils veulent juste l'expérience d'être victime. Ils ne veulent pas être victime en soi. C'est pas la condition qu'ils veulent, c'est plutôt la sensation. Hmm. Notamment, je sais plus, genre il demande à une jeune fille de pisser, de pisser sur un bourgeois, et puis l'autre il jouit, enfin voilà, de se faire pisser dessus, enfin. Oui, parce qu'il faut aussi voilà, rappeler que c'est une adaptation totalement libre
d'un des livres de Sade qui était voilà qui était un romancier qui proposait un des premiers à proposer vraiment des images de sadomasochisme et de plaisir. C'est l'un des premiers, c'est pour ça. Vas-y, continue après. Vraiment, ce qui est assez génial, je trouve, dans Salo, c'est au début, on pourrait trouver ça assez caricatural parce que alors je me souviens plus exactement du dialogue, mais au tout début du film, je sais pas si tu te souviens, c'est les bourgeois qui écrivent une espèce de contrat, voilà, secret entre eux, et l'autre il dit, je sais plus, il dit qu'il est bien d'abuser de bonnes choses ou je sais plus quelque chose dans ce genre. Et Mhm. là où c'est assez fascinant, c'est que mais ils sont quand même, ce sont les premiers à tuer un de leurs membres pour avoir couché avec une servante noire. Mhm. Et là, tout l'enjeu est là, c'est-à-dire qu'en fait, à la fois, ils considèrent le corps, le- l'humanité comme un objet, comme une espèce de bien, ouais, comme une espèce de ouais, à consommer, et de l'autre, c'est une espèce de désir. Enfin, je sais pas, c'est très étrange, Salo et Sandra Jones, parce qu'il y a tellement de choses que tu peux interpréter dans tous les sens. De toute façon, Salo, pour moi, réussit à faire quelque chose que les autres films n'ont pas fait, c'est-à-dire de mettre des images dans la tête et qui restent à tout jamais. Notamment cette scène du dîner, là, du fameux dîner, qui est quand même, enfin, si pour un spectateur non averti, c'est un sacré choc. Ou notamment quand tu as des victimes qui se comportent comme des espèces de chiens et qui leur fait bouffer des clous, euh, c'est voilà, ce qui est assez intéressant, c'est notamment dans le montage où finalement on se focalise pas tellement sur le fait qu'ils mangent des clous, c'est-à-dire il fait pas durer la scène, mais il nous montre c'est le plus choquant et à la fin, bah, cut, voilà, donc tout est brutal, comment dire, presque industriel, quoi. T'as l'impression que c'est quelque chose qu'ils font en plus en boucle. Et à la fin, évidemment, bah, il y a une petite touche d'ironie de Pasolini où tu vois deux soldats qui sont en train de danser et l'autre qui se prend pour une femme. Alors, parce que c'est une espèce de sexualité déviante un peu dans le film où t'as un homme qui se prend pour une femme, puis t'as la femme, voilà, va se marier avec une autre femme, un homme qui va se marier avec un autre femme. Et et genre, Pasolini, enfin, moi je trouve que ce qui a ça fait encore effet aujourd'hui, hein. Mhm. Et toi, Totalement. du coup, c'est toi de salaud. Salaud. Comme tu sais, moi, la première fois, je l'ai vu une seule fois, mais c'est vrai que j'ai été un peu déçu. Moi, ce que je retiens, par contre, c'est une très très belle bande son du regretté Ennio Morricone qui nous a quitté quelques Ouais. quelques jours, on va dire, quelques semaines. Musique, elle sent magnifique, hein. Voilà, surtout, vraiment, il y a une scène choc où la fameuse scène où un des bourgeois regarde par la fenêtre ces jeunes se faisant torturer, voilà, avec vraiment la musique qui accompagne, moi surtout la musique que j'ai beaucoup aimé, qui amplifie ce choc. C'est vrai qu'il y a très peu de musique maintenant que je m'en rends compte, donc ça rend quelque chose encore de plus froid. T'as raison, tout à l'heure tu parlais de pas d'avoir de musique sur notre film, là, on parlait tout à l'heure de Jaws et tout ça. C'est vrai que le fait de ces longs silences, ces salles très épurées où il n'y a pas grand chose comme déco, où on retrouve à chaque fois tous ces bourgeois qui racontent leur propre histoire qui en fait sont banales par rapport à la cruauté qu'ils infligent en fait. C'est ça. Donc, t'as l'impression, excuse-moi, je peux te faire Vas-y, vas-y, couper deux vas-y. secondes, c'est que ce style épuré me fait beaucoup penser presque à une scène de théâtre, mais sans rideau finalement. Parce que tout se ressemble, tout est uniforme, il y a pratiquement aucune couleur à part évidemment, comment dire, la salle principale. Mais on a l'impression que il y a une espèce de jeu de mise en scène où tu as une certaine distance et tu ne sais pas ce qu'ils ressentent.
Hmm. Donc, il y a, il y a comment dire, un espèce de jeu entre le théâtre et le cinéma, notamment, genre, je lisais, comment il s'appelle Robert Bresson, les notes du cinématographe, il disait que la réalité du théâtre et la réalité du cinéma enfin, sont totalement différentes, quoi. Et que de toute façon, le cinéma, bah, tu peux modifier l'image, le montage, les acteurs, bah, du coup, ce qu'ils font dans le film, bah, c'est pas réel, alors que quand tu es sur une scène de théâtre, il faut qu'ils le jouent, et donc tu l'as en face de toi, donc du coup, il y a forcément une réalité. Et je trouve que dans Silence of the Somme, il y a une espèce de jeu constant là-dessus, où on peut se demander ce qu'ils ressentent, est-ce que vraiment ils acceptent cette soumission, ou est-ce qu'ils la rejettent. On ne sait pas en fait finalement. Et ça, je trouve, c'est pour moi brillante, et qui montre encore une fois le génie de Pasolini à choquer le spectateur, et notamment bah, les élites bourgeoises qui montaient à son époque en Italie. Oui, Bon, vas-y. to- totalement. Totalement, et c'est vrai que donc Salo a été l'un de ces films qu'on a classé un peu, on a recréé un peu un sous-genre, un peu ces films sulfureux, ces films dont on ne doit pas regarder, un peu ces films très choquants, et c'est vrai, ouais, Bah, tu parles. Oui, oui. il y a je pense que le cas des torture porn est assez intéressant, c'est que à la fois les torture porn, je pense qu'il y a deux résultats extrêmes. Soit c'est du divertissement à un point où en fait, bah, du coup tu n'y crois plus, et du coup tu te mets à être diverti, mais simplement. Ou alors il y en a, c'est les torture porn qui vont essayer d'être au plus proche de la réalité, et qui vont te mettre mal à l'aise. Notamment le cas avec Martyr. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en plus, bah, de ce coup-là, ce que Martyr, ça a vraiment une vraie portée, un vrai message. Moi, ce que je trouve, c'est vraiment ce qui a perdu en fait au Torture Porn, c'est vraiment voilà, cette absence de message. Parce que quand tu commences avec un premier saut qui a vraiment. Quand la première fois, moi, j'ai regardé Saw, je m'attendais, avec tout ce qu'on m'a dit, à un film extrêmement gore. Et en fait, c'est un film qui est pas si gore que ça. Et le gore apporte quelque chose au film. C'est pas un film qui n'a pas d'essence en lui-même. Par exemple, moi, il y a deux films. Alors maintenant, non, il y en a trois. Mais les Hostels, qui sont des films là sur des personnes qui torturent d'autres personnes, vraiment le scénario le plus simple du monde. Les films, moi, je les trouve vraiment très mauvais. Je les trouve, par contre, esthétiquement beaux. Je sais pas pourquoi. Mais par Ouais. contre, ils n'ont rien à part aller. Encore, les deux films, alors, il y en a trois, mais je veux dire, les films ont quelque chose d'original par rapport aux autres, mais on prend des sauts, on prend des suites, mais franchement, il n'y a aucune idée. Et en fait, c'est l'aspect commercial qui est arrivé, je pense, dans le torture porn. Ah, quand on veut capitaliser sur l'image, ou sur on va dire un aspect de la mise en scène, bah, de toute façon, ça va être récupéré, et ensuite ça va être vidé de sa substance. C'est le marché du cinéma, c'est l'industrie. Mais c'est Et oui. Bah, en plus, je crois que on est allé un peu trop. Je trouve que des fois, cet aspect commercial, en fait, il y en a qui sont allés, des auteurs qui sont allés vraiment dans un poussif pour attirer les spectateurs en salle ou en DVD quand ça sort pas. On prend des exemples comme Human Centipede. Je peux trouver l'idée tellement géniale. Je trouve les films très décevants car ça va dans un poussif et dans un grotesque qui n'apporte rien au film à part des effets caricaturales. bah oui, bah écoute, hein, malheureusement, Voilà, c'est comme ça. Je, je me mouille en disant ça, mais voilà, opinion impopulaire, c'est que pour moi maintenant, la suite est pour moi finalement le la chose la plus noble qui puisse arriver à un film. Parce que maintenant, un film n'existe plus en soi, tout doit être fragmenté, un peu à l'image de notre compréhension du cinéma. Maintenant, tout est relié, tout est machin. Voilà, il y a des produits dérivés, il y a des livres,
il y a d'autres films et des séries, enfin bref. Bah Et pour moi, c'est un peu le phénomène, bon, qui n'est pas un film d'horreur, mais le phénomène Harry Potter, où pour un dernier film, on est obligé de faire deux parties, ou un Hobbit où on fait trois films pour un seul livre qui pourrait compenser de faire trois films, quoi. ce que je veux dire par là, en fait, c'est que on a tendance à oublier quelque chose. Je sais pas si toi tu as la même impression que moi. Alors, je me permets juste de dériver 2 minutes sur le sujet, Vas-y, si ça vas-y. ne te dérange. C'est qu'on a une tendance, je trouve, à parler, enfin, à parler par exemple, d'un film. On va juger un film sur son scénario ou sur les situations, mais absolument pas sur la mise en scène, ce qui, moi, m'énerve au plus haut point. Parce que si on parle pas de mise en scène dans un film, bah, c'est comme si on parlait pas de l'écriture dans un livre. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont sur Sens Critique, qui vont faire des longues critiques, voilà, machin, j'ai pas aimé le film, qui vont juste parler du scénario. Enfin, ça n'a aucun sens. Le scénario, c'est commun à beaucoup d'art. Non, faut parler pour moi de ce qui est unique dans le cinéma. Enfin, je veux dire, puis je suis désolé, enfin, je veux dire, alors je suis d'accord, il y a des films qui sont pas, comment dire, qui sont pas spécialement reconnus pour leur mise en scène, hein, notamment le MCU, hein, ou même plus communément dans le film d'horreur, le Blumhouse, hein, Mhm. Blumhouse, hein, voilà. Mais c'est ça justement qui est vraiment dommage, c'est qu'en fait, on parle et comment dire, même si elle est mauvaise, elle ne se base que sur le premier film. Donc, elle a quand même quelque chose à proposer en elle-même, tu vois. Alors que Oui. pour moi, un film, tout ça, faut que ça rajoute du lore, des fois qui sert à rien, et qui des fois peut rentrer complètement en contradiction avec le film original. Et si c'est pour ajouter le fait qu'un personnage était docteur il y a quoi, il y a 10 ans, et puis sa femme est morte, et puis les, enfin, on s'en fout. On s'en fout royalement si c'est du contenu. C'est avec la manière avec laquelle elle est traitée, c'est tout. Et pour moi, pareil, les suites de films d'horreur, enfin, voilà, c'est par exemple, tu prends les longues sagas de, de films de slasher, notamment Freddy, Vendredi 13, Halloween. Mhm. Finalement, tu te rends compte que c'est à peu près le même film, mais qui est fait différemment selon différents réalisateurs. C'est tout. Mais du coup, il y a toujours quelque chose de propre au film. Et pour moi, voilà, la suite, c'est malheureusement encore aujourd'hui, bah, la suite, c'est, je préfère arriver sur le film en question. Totalement, totalement. J'ai un peu dérivé, mais Non, non, je non, veux dire, c'est totalement dans cet esprit que tu parlais de commercial. Ça rejoint bien, je trouve, les torture porn parce que même le principe, je vais pas critiquer le principe à la base, mais c'est vrai que ça a rarement donné de très bonnes choses. Moi, je trouve qu'il y a très peu de films qui arrivent à avoir, qui sont tu des m'avais torture porn et qui arrivent. Oui. tu m'avais pas dit que Saw 3 était bon. Saut 3, non, pas forcément. En fait, le Saut 3, je trouve comment dire, est considéré aussi que, bien, à l'époque, a été interdit au moins de 18 ans parce que c'était vraiment un des films les plus gore de la saga. Il se réinventait un peu, je trouvais. Mais le problème de Saw, c'est que il se base toujours sur la même chose. Voilà, si vous voulez voir le tout dernier, j'ai été vraiment encore plus déçu. Le 3 arrive à- déjà, on a changement de réalisateur, ce qui change totalement. Il y a plus James Wan à la manette. Donc on a une autre proposition, qui peut être bien ou mal. Je trouve pas le film mauvais, voilà. Mais le film n'arrive pas à faire ce que faisait vraiment le premier qui m'a complètement laissé gaga face à vraiment un film d'auteur. Là, je peux même arriver à ça. Et j'ai envie de faire un petit lien parce que ça va beaucoup te parler. Euh, Aujourd'hui, dans l'esprit collectif, dans la pop culture, on associe beaucoup le film d'horreur à ce qu'on appelle le film de genre. Mais tout le monde aujourd'hui utilise le terme de film de genre. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un film de genre et pourquoi tu trouves qu'aujourd'hui, là c'est mon opinion, mais peut-être que t'en as une autre, mais
c'est vrai qu'aujourd'hui on associe beaucoup les films fantastiques, d'horreur à tout, à films de genre. Alors pour moi, déjà, je vais être clair, le film de genre n'existe pas. Hmm. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un terme galvaudé qui a été utilisé, réutilisé, qui a été réapproprié, qui a été, voilà, on peut le dire. Et je vois des gens parler de films de genre, mais comment dire? Soit la définition est beaucoup trop large et on peut dire que finalement, si tout film est film de genre, donc rien n'est film de genre, puisque du coup, il n'y a rien qui permet de les dissocier. Ou alors, c'est une définition qui est pour moi trop spécifique et qui touche très peu de films et qu'il va falloir justement trier et sélectionner avec grand soin. Hmm. Donc, c'est particulier le film de genre. Le film de genre de quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'un drame est un film de genre? Est-ce que le film de science-fiction est un film de genre? Mais si oui, quel genre? Est-ce que le genre, faut l'associer au ton? Est-ce qu'il faut l'associer à la mise en scène? Est-ce qu'il faut l'associer au contenu? Est-ce qu'il faut l'associer, je sais pas, j'ai dit au thème, oui. Au sujet? Est-ce qu'il faut l'associer? Enfin, c'est le film de genre en soi. Ce que j'ai l'air de comprendre, c'est que notamment, il y avait notamment le fausseur de film qui en parlait, et je trouvais que sa définition était confuse parce que ce que j'en ai retenu moi du film de genre, c'était un genre, mais un genre qui n'était pas noble, un genre qui était décrié pendant très longtemps et qui appartenait, on va dire, à ce que on va appeler ça avec trois couches de guillemets, hein, la pop culture, hein, même si moi j'ai remets en question le terme de pop culture. Euh, du coup, le film de genre, pour moi, ce serait à la limite un genre décrié. Hmm. Quelque chose qui n'appartient pas à la culture classique. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que le film de genre est un film qui est décrié? Ça me paraît un peu bizarre quand même. C'est c'est extrêmement étrange la façon dont on peut voir les choses. Donc moi je ne sais pas. Ouais, Ouais, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense que tant qu'on n'aura pas encore, est-ce que c'est un terme qui est vraiment définissable? Ça, c'est vrai que c'est encore à définir. C'est vrai que c'est un terme très bien qui est arrivé dans l'esprit récemment, donc je pense qu'on a encore le temps que l'humanité réfléchisse à ce terme. On pourra caler quelque part. Sur Euh, oui, le terme de genre, en fait, c'est un terme qui va mourir très vite. Parce que on est de plus en plus en train de récupérer ce qu'on appelle le film pur classique. Notamment, je sais pas si tu as vu, toi, Les Enfants Sauvages. oui, c'est un film c'est un film récent. Oui, un C'est peu. c'est les gamins qui sont sur l'île. Oui, exactement, il n'y a que des métaphores sexuelles. Enfin, C'est faut ça. même dire de peau, là, ça rappelle un peu Cronenberg. Cronenberg, oui, c'est ça, oui. Excusez-moi, Les garçons sauvages, c'est ça, plutôt. les garçons, c'est ça. Ouais. Et ce film-là, à la fois, il peut être très, comment dire, ne répond à aucun code précisément du film de genre, mis à part peut-être les couleurs un peu néon, mis à Mhm. part peut-être la musique des années 80. Mais sinon, les classiques changeaient le code, on va dire un peu moins noble, et ça donnait une œuvre totalement unique. Et je trouve que Les Garçons Sauvages, c'est un film qui est très intéressant. Bon, moi, j'ai pas j'ai pas été complètement fan, on va dire, j'ai pas complètement accroché, on va dire, au film, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et bon, c'est vraiment un mélange de tout, de films plus anciens avec des films moins nobles, et à la fin, une espèce d'expérience unique, et c'est quelque chose de vraiment. Enfin, je veux dire, c'est un film franchement, Les Garçons Sauvages, c'est un film absolument unique que j'ai jamais vu ailleurs. Mhm. Parce qu'en plus, c'est une espèce de film d'aventure, mais avec un thème sur l'érotisme, sur l'homosexualité. Voilà,
le mat, l'espèce de bateau là où les voiles en fait c'est de la peau avec des poils. T'as l'impression que pareil, il n'y a pas de distinction entre l'objet, la nature et les humains. Enfin, t'as l'impression que pardon, excuse-moi. Tout tourne autour du sexe. Mm. Et ouais, c'était quelque chose d'assez incroyable. Donc, film de genre, est-ce qu'on peut appeler ça un film de genre? Je ne sais pas, mais pour moi, le film de genre est de plus en plus utilisé dans d'autres cultures et par d'autres réalisateurs, des réalisateurs qui sont parfois le genre va disparaître. Parce que du coup, il sera associé à une autre culture et peut-être qu'il va trouver enfin ses lettres de noblesse. Oui, Et du totalement. coup, après, le souci, est-ce que ensuite, on pourrait dire que c'est de la culture qui est ensuite uniformisée, ou alors est-ce que c'est une culture, on va dire, est-ce qu'il va falloir avoir recours à une contre-culture encore plus extrême que la précédente pour pouvoir contrecarrer la culture classique? Ça, c'est un truc encore à savoir, quoi. Parce que les films d'horreur, il y a très peu de films d'horreur qui ont, on peut dire, passé dans la culture classique. Hein. Là, maintenant, ça commence, mais depuis quelques années, on peut dire. Mais voilà, il a fallu un peu de temps, quoi. Oui, c'est vrai, en plus, bien, il y a eu beaucoup de films d'horreur qui ont été décriés, qui ont été mis à mal presque comme des séries Z, quoi. C'est des petits films à très peu de budget. C'est vrai que quand il y a des auteurs qui ont commencé à faire des films avec beaucoup plus de budget, les gens se sont dit ah bah non, peut-être pas un genre bas de gamme. Et du coup, ça a pu rentrer voilà dans ce circuit des films classiques, hein, parce que même on peut dire que Halloween est aujourd'hui un classique du cinéma d'horreur, comme beaucoup d'autres slashers. Même un classique tout court, même. Voilà, c'est vrai qu'il aborde plusieurs thèmes. Euh, Il y et a un film de série Z qu'il faut absolument qu'il rentre dans la culture classique, c'est Ilsa, la loupe de FS. Hein. Voilà. oula, qu'est-ce que c'est que ce film? L'horreur. Tu connais pas Ilsa, la loupe de FS? Non. Non, Elsa, tu connais pas. Elsa, la louve des SS, c'est ça? Ah, Ilsa. Ah, Ilsa, oui. Ah, mais c'est de la comment on appelle? Oui, c'est ça, Nasploitation là. Alors, si on peut faire un film d'horreur, mais en tout cas, c'est effrayant. Hein. Ah ouais, Alors, je rate les affiches, c'est vrai que c'est. Ah, c'est tellement genre les affiches des années 70, ça. En fait, je c'est. crois là. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Donc Mm. voilà. Ah là là. Ouais, comme c'est vrai qu'on n'a pas le temps d'aborder tout, on a un petit jeu pour la fin qui va être très très drôle. Est-ce que c'est si drôle que ça? Je ne sais pas. Ce dernier jeu. Oula. Ce dernier jeu, donc, je vais te dire des noms de personnages, de monstres du cinéma et tu vas me dire de quel film ça provient. Ouille. Oh là là. Tu t'y connais, on Alors, verra, on verra. Est-ce qu'il va s'en sortir? On va calculer combien il va faire. On aura quelques réponses, j'espère que tu vas réussir. Des fois, ce sera des descriptions, car le nom est trop simple. On va commencer d'accord. premier figure de l'horreur au cinéma. Si je te parle de Cénobites, dans quel film ces créatures apparaissent? Tu m'as dit quoi? Les Cénobites. Les Cénobites. Ce n'est pas Les un Cénobites. film érotique, mais ce sont bien les Cénobites. Les Cénobites. Alors, Ce sont des alors, créatures, je vais pouvoir te faire une description, créatures dont un des personnages porte Frankenstein? Non? des clous sur la tête, plantés dans le visage. Ouais. Le chef de ces Cénobites se prénomme Pinhead. Ah!
Ah, Oui, Hellraiser. c'est bien, premier film trouvé. Ah, si déjà je galère au premier, Ouais, ça va. après ça va être plus simple. Ah, mais oui, je comprends, ouais. Hellraiser. J'ai jamais vu Hellraiser, donc je peux pas dire. Second monstre culte du cinéma, celui-là est peut-être plus mignon que les autres, mais quand on lui donne pas à manger à la bonne horaire et quand on lui donne de l'eau, il se transforme en plein de petites bestioles qui sont un peu pourries. Gremlins. Oui, c'est ça. Ça, on a trouvé le deuxième film. Alors là, c'est plus un ensemble. C'est pas quelque chose c'est un, on va dire que c'est un animal qui existe dans la vie de tous les jours. Mhm. Ils sont plusieurs. L'un des films les plus cultes a été réalisé par un certain réalisateur qui a réalisé un des films Aliens. Ces petites bêtes se déplacent dans l'eau et aiment la chair humaine. Les petites bêtes se déplacent dans l'eau, même la chair humaine. Un des films de cette saga a été réalisé par un des réalisateurs de la saga Alien. Ouais. Je peux même dire qu'il a réalisé Alien 2. Ah! Oh non, tu parles. C'est Piranha 2, on est d'accord. C'est C'est Piranha ça, 2. c'est ça. Oh la vache. Oh non. Oh, c'est. Ah, Oh la ce vache. film est mythique pour bien sûr tout le monde. J'ai vu que le premier, j'ai. Alors celui-là est plus compliqué. On va voir si j'arrive à trouver. Ce n'est pas un, on va dire, un méchant en soi. Il, c'est la progéniture d'un homme hmm, avec une coupe de cheveux qu'on pourrait qualifier presque de Frankenstein. Son enfant est un peu bizarre. Il dérive dans un film en noir et blanc. Euh, Ce film a des côtés très industriels. Et son Ouais. bébé a beaucoup... T'as dit quoi? Razorhead. Oui, Razorhead avec son fils, qui est Ah oui. Oh. Ah, dégueulasse. un film pas très très beau. Lynchien des Lynchiens. Ah ça c'est vraiment un film à voir, à vous conseiller bien sûr. Alors là, on peut rentrer dans la culture jeux vidéo, mais c'est aussi un film qui est adapté d'une saga de jeux vidéo. Ce monstre est très 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 bizarre, car il porte sur sa tête un motif égyptien. Comment dire un motif? Une structure qui rappelle l'Égypte. Il est très grand, se déplace avec une épée, Ouais. il Attends. aime découper les gens. Euh... Son, a- Attends. son avenue, son avenue est précédée d'un son nucléaire, des alarmes nucléaires. Oh. Attends. Ah, son nucléaire, l'arme nucléaire, j'allais dire. Attends, avec une grosse épée. Oui. Alors attends. On dirait un truc du roi Scorpion, mais. Non, faut s'éloigner. C'est tiré d'un jeu vidéo. Quand j'ai dit que Égypte, je parlais que la forme qu'il a sur la tête provient d'une structure égyptienne très connue. Euh... Et quand il arrive, le monde se met à s'obscurcir, les murs commencent à devenir du sang, de la chair. Ouh. Oula. Je t'avoue que là, Cette grande saga, le jeu vidéo est connu surtout pour son numéro 2 qui a marqué. Ah, attends, me dis pas que c'est Silent Hill. Eh oui, c'est ça, on est bien sur le cinquième. Et notamment, c'est le 2 là, avec Pyramid Head. C'est ça, Pyramid Head, ce personnage. Silent Hill, effectivement. Et pour le Là, dernier personnage, on va voir si tu vas trouver de cette saga. Ce personnage a fait couler beaucoup d'encre et surtout a fait couler des bras. Voilà, dans un film très connu. Euh, Centipede. ah non, il a fait couler des bras, bien sûr, avec de l'acide. Mais c'est bizarre ça. Comment peut-on faire couler, comment peut-on faire fondre des bras avec de l'acide? C'est un personnage multiple. Son acteur a joué dans les Jurassic Park. Si Non, t'as non, dit quoi? l'entre
de la folie? Non, son personnage a joué dans le jeu. Ah, je pensais. Ah, je vois Sam Neill. Non, il fait fondre les bras. Comment dire? La série Batman, non? Un jour, il a fait une expérience qui a tourné très mal et qui lui a rendu le pouvoir de pouvoir faire fondre des bras. Mais pas que des bras, hein, faire fondre autre chose avec de l'acide. Mais c'est une expérience qui a tourné très mal parce que ça s'est passé avec un insecte en plus. Ah, la mouche! Très bien, la mouche. Ça a été- Nul. Ah là, ça a été un total. Allez, Jeff Blum. C'est pour ça que quand j'ai dit acteur de Jurassic Park, t'as dit ça. Ah, Sam Neill. Il a pensé. Ouais, non, en fait, je pensais, parce qu'en fait, je voyais pas où tu voulais en venir, mais oui, maintenant je vois. Ouais, la mouche, ouais, c'est bon. La mouche. Ouais, bon, hein. Ah voilà. Bah c'était un sujet qui était très très large. On n'a pas pu à tout aborder, mais voilà, on voulait faire une émission qui dure à peu près 1 heure. La prochaine fois, on aura des sujets plus limités. Et donc, ce sera soit sur des problématiques ou autre. On a quelque chose de plus simple. Je te remercie, Chacola. Mais de rien. Ça a été très instructif. On se rejoint pour un prochain podcast, une prochaine émission. Vous verrez, il y aura une surprise. On ne sait pas encore ce qu'on fera, mais je suis sûr que ça vous étonnera. Allez, à plus! A plus, salut!